J'ai envie de vous poser la même question que la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que Paul Biya a gagné, a remporté cette élection présidentielle ou pas? Ben écoutez, les 15 jours dont nous venons de parler. Non, mais vous ne répondez pas à la question là. Non, mais je veux dire, est-ce que vous pensez que, compte tenu évidemment de tous les éléments que vous avez cités, Paul Biya a effectivement remporté l'élection, la dernière élection présidentielle? Combien de personnes au Cameroun pensent qu'un président de la République peut gagner une élection dans cette configuration-là? Moi, je pense que de toute façon, et ma réponse est très claire, tant que vous n'avez pas mis en place un mode de scrutin qui garantisse la transparence totale du début à la fin, il n'y a personne de sensé qui aurait le moindre penchant. Pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas au Cameroun? Parce que finalement, il y a les mêmes processus électoraux dans d'autres pays qui fonctionnent parfaitement d'ailleurs, où on n'attend pas 15 jours pour proclamer le résultat, tant mieux d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, je dirais, quasi insurrectionnelle au Cameroun. La situation est critique. Les tensions sont très vives et la répression est au rendez-vous, bien entendu. Que dites-vous à ceux qui pensent qu'on leur a volé cette élection? Je ne parle même pas de ça, Tiroma Bakary, je parle des électeurs qui sortent dans la rue aujourd'hui pour dire non, nous ne voulons pas que cela recommence. Trop, c'est trop. Voilà. Que dites-vous à cela? En enlevant le respect, le profond respect que j'ai pour ceux qui tombent, pour les morts de cette situation. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Pour la première fois, les Camerounais sortent dans la rue pour dire « Monsieur le Président, nous avons un profond respect pour vous, mais le moment est venu de passer la main, le moment est venu de passer à autre chose. » Ils l'ont dit dans les urnes. Autre ambiance, autre pays, le Cameroun. Le Cameroun où il aurait fallu attendre 15 jours pour la proclamation des résultats. 15 jours de tension et de suspicion. Le président Paul Biya a été déclaré réélu avec près de 54% des voix, suivi de Issa Chiroma Bakary, qui aurait obtenu 35,19%. Ce dernier estime avoir remporté cette élection. Conteste évidemment ces résultats. Alors Claude Decage, on se tourne vers vous, bien sûr. Alors, un nouveau contentieux post-électoral au Cameroun qui ne surprend pas grand monde finalement. Ce n'est pas la première fois que cela ne devrait pas surprendre grand monde lorsqu'on évoque un pays dont le président de la République se présente pour son 8e mandat et est reconduit dans ses fonctions. 43 ans. Voilà, ça fait 43 ans que le président de la République est là. Et je m'inspire beaucoup de ce psychologue qui s'appelle Martin Seligman et qui a théorisé le principe de l'impuissance acquise, qui est celui de la personne qui, à force de se retrouver dans une situation contre laquelle il ne peut développer aucune sorte de défense, finit par intérioriser le fait que la situation est sans solution et il arrive à vivre avec cette situation-là. Je pense que psychologiquement, à un moment, à force de mandats répétitifs du président de la République, au Cameroun, on a fini par intérioriser le fait que le président de la République était là pour longtemps. Sauf que, en politique, vous voyez ce qui s'est passé avec la génération Gen Z, ce qui s'est passé au Bangladesh, ce qui se passe actuellement en Tanzanie, au Népal, récemment à Madagascar. Les dirigeants ne prédisent jamais de façon chronologique, de façon précise, le moment où, un matin, les gens vont se lever pour dire « il est peut-être temps d'aborder le changement ». Ça suffit. Je voudrais, avec beaucoup de neutralité, relever à la décharge du président de la République qu'il a quand même, dans les premières années de sa mandature, fixé un certain nombre de grands objectifs en termes d'infrastructure, en termes d'énergie, en termes de structures de développement qu'il aurait voulu voir se développer. Oui. On pourrait dire, quand on connaît bien le Cameroun, qu'il ne s'est peut-être pas entouré de la meilleure des manières, parce que 43 ans après son arrivée au pouvoir, on peut citer un certain nombre de choses sur lesquelles la réussite n'est pas véritablement probante. Maintenant, vous avez derrière votre question
voulu savoir... Derrière ma question, il y avait justement cette idée que... Alors, comment il fait pour se maintenir? Non, mais dites-nous surtout quelles sont les causes profondes de ce blocage de la situation politique qu'on observe dans ce pays depuis maintenant, alors disons, depuis 3 décennies. Depuis 3 décennies, écoutez, moi je suis allé regarder un peu ce qu'en disent mes confrères, ce qu'en pensent les Camerounais, et je l'ai résumé un peu en 8 points, dont je veux vous donner rapidement. 8 points 8 points. 8 petits points. Non, 8 petits points, oui. Alors, la maîtrise du processus électoral au Cameroun... Il est aussi long que le président du Cameroun. La maîtrise du processus électoral au Cameroun passe par 8 choses. La première, c'est les entraves à l'inscription des jeunes sur les listes électorales. La non-distribution des cartes aux nouveaux inscrits, dès lors qu'ils ne savent pas vers quel bureau de vote se diriger, l'électeur ne se déplace pas. Et ça augmente les taux d'abstention. En 3, c'est volontairement qu'on publie tardivement la liste électorale. Oui. On retient souvent des bureaux de vote difficiles à trouver, notamment qui sont disséminés dans les zones de résurgence des violences, le NOZO, parce que, évidemment, les gens auront peur de se déplacer dans ces bureaux-là. Voilà. En 5, il y a une manipulation des procès-verbaux, parce qu'il faut savoir que les procès-verbaux dans ces élections ont une structure particulière. On signe sur la première et la dernière page, mais on peut introduire ce qu'on veut dans les pages intermédiaires. Ainsi. Très rapidement. Profiter du délai de 15 jours pour laver plus blanc que blanc et faire en sorte que le Conseil constitutionnel vienne constater que peut-être la victoire qui était celle de l'autre camp est revenue au camp de la majorité présidentielle. En 7, ensuite, rapidement militariser le pays pour intimider ceux qui voudraient contester la victoire. Et en 8, neutraliser les cadres inverses, leur proposer de rejoindre la majorité présidentielle et le bal continue. Les 8 points étant cités, j'ai envie de vous poser la même question que je vous ai posée la semaine dernière dans cette émission. Une fois qu'on a dit tout ça, comment expliquer, que dites-vous à ceux qui, aujourd'hui, accusent le pouvoir, en tout cas le Conseil constitutionnel ou les CAM, c'est-à-dire la Commission électorale, d'avoir tout simplement inversé les résultats? Puisque toutes les données statistiques donnaient gagnant Issa Tiroma Bakary, et à l'arrivée, on se retrouve avec Paul Biya comme vainqueur, ce qui s'est déjà produit. Je veux dire, c'est pas la première fois que ce scénario se produit au Cameroun, évidemment. On peut, sur les 43 ans, on peut au moins identifier 2 ou 3 fois où cela s'est produit. J'ai envie de vous poser la même question que la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que Paul Biya a gagné, a remporté cette élection présidentielle ou pas? Ben écoutez, les 15 jours dont nous venons de parler... Non, mais vous ne répondez pas à la question, là. Non, mais je veux dire, est-ce que vous pensez que, compte tenu évidemment de tous les éléments que vous avez cités, Paul Biya a effectivement remporté l'élection, la dernière élection présidentielle? Combien de personnes au Cameroun pensent qu'un président de la République peut gagner une élection dans cette configuration-là? Moi, je pense que de toute façon, et ma réponse est très claire, tant que vous n'avez pas mis en place un mode de scrutin qui garantisse la transparence totale du début à la fin, il n'y a personne de sensé qui aurait le moindre penchant. Pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas au Cameroun? Parce que finalement, il y a les mêmes processus électoraux dans d'autres pays qui fonctionnent parfaitement d'ailleurs, où on n'attend pas 15 jours pour proclamer le résultat, tant mieux d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, je dirais, quasi insurrectionnelle au Cameroun. La situation est critique. Les tensions sont très vives et la répression est au rendez-vous, bien entendu. Que dites-vous à ceux qui pensent qu'on leur a volé cette élection? Je ne parle même pas d'Issa Tiroma Bakary, je parle des électeurs qui sortent dans la rue aujourd'hui pour dire non, nous ne voulons pas que cela recommence. Trop, c'est trop. Voilà. Que dites-vous à cela? En enlevant le respect, le profond respect que j'ai pour ceux qui tombent, pour les morts de cette situation. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Pour la première fois, les Camerounais sortent dans la rue pour dire « Monsieur le Président, nous avons un profond respect pour vous, mais le moment est venu de passer la main, le moment est venu de passer à autre chose. » Ils l'ont dit dans les urnes, non? Ils l'ont dit dans les urnes, mais tous les journalistes, les intervenants. Blaireau Niémé, qui est un journaliste qui est excessivement écouté à la radio, il dit que le gouvernement dit que force doit rester à la loi. Mais moi, je suis d'accord avec Cyril Boujiko qui dit que force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi tant que la loi est pour la justice et le droit. Quand vous êtes dans ce processus de glaciation où vous vous servez de la loi pour commander, imposer
vos seules volontés, sans tenir compte de ce que pourrait penser l'opposition, vous vous exposez à voir surgir très rapidement ce qui se passe aujourd'hui dans les villes. Et je peux vous assurer que, en mettant Issa Tiroma de côté, il n'y a pas quelqu'un derrière qui pianote ce qui se passe au Cameroun. Bien sûr. De toutes les régions, de toutes les grandes villes, les jeunes sont descendus pour dire « Monsieur le Président, 43 ans, ça suffit ». Et il y a un risque de déflagration. Et la situation peut se métastaser parce que ça avait commencé avec le Nozo. Et au Nozo, ça avait commencé par des revendications à caractère corporatiste. Ce n'était pas des revendications politiques. Mais les gens n'avaient pas d'interlocuteur en face d'eux. Le pouvoir n'a pas su se mettre autour d'une table avec eux pour dire, écoutez, posons les choses sur la table, notamment une question qui est résurgente au Cameroun, c'est la fixation de la nouvelle cette guerre forme de Nozo n'est pas terminée, la situation s'est enlisée. Elle n'est pas terminée et il y a le risque de voir la situation avec Boko Haram dans le septentrion, faire en sorte que le septentrion plonge également dans les désordres et que la région littorale qui embrasse la province de Donc une multiplication des foyers de conflits sur le territoire camerounais. Avec un risque que le gouvernement perde la main sur sa capacité à ramener le calme et à faire en sorte que la population adhère à un nouveau projet de société. Or, tout le monde veut qu'on mette sur la table un vrai nouveau projet de société. Maxence Sommet. Oui, non mais en fait, tout à l'heure, j'ai été rassuré par sa réponse, hein, parce que au Cameroun, tel que les élections sont organisées, personne ne peut jurer connaître les vrais résultats des bureaux de vote. Personne. Parce que l'opacité c'est by design. Elle est totale. Elle est totale. By design en français, elle est inhérente. Elle est inhérente, elle est consubstantielle au processus électoral au Cameroun. Donc, les gens ont leur opinion en fonction de ce qu'ils ont vu comme élection dans les bureaux de vote qu'ils connaissent. Mais personne n'est en capacité techniquement de certifier que c'est Tiroma ou Paul Biya qui a gagné. Justement, tout est fait pour que personne ne puisse... Et même vous qui êtes informaticien, vous ne pouvez pas... Voilà. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, les gens s'en foutent de savoir quel est le résultat sorti vraiment des urnes. Non, les gens ont bien compris que les probabilités que Paul Biya termine ce septennat-là sont très faibles. Oui. Et qu'il va tout de suite organiser une succession dynastique d'une manière ou d'une autre. Oui. Et qu'ils vont en prendre pour 50 ans encore. Oui. C'est de ça que les gens ne veulent pas. Juste la petite précision dont parle d'ailleurs Maître Ndoki dans sa dernière sortie, c'est que nous avons un président de la République qui a atteint un âge vénérable, qui nous invite à interroger sa capacité à continuer à diriger l'État. Oui. Il est marié à une épouse qui, comme on l'a vu récemment au Gabon, est de nationalité française. Oui. Alors que la loi camerounaise interdit aux citoyens camerounais de prendre une nationalité étrangère. Mais ce n'est pas elle qui est au commande de l'État. Écoutez, il y a ceux qui dirigent de droit, il y a ceux qui dirigent de fait. Oh, mais ça, c'est pas Alors, quand on arrive à avoir un président... Là, ça relève du soupçon. Quand on arrive à avoir un président qui peut poser des problèmes quant à ses capacités cognitives, à continuer à exercer pleinement ses fonctions de souveraineté, on regarde ceux qui sont à son alentour. Et on regarde ceux qui, depuis des années, peut-être inspirent ces nominations. Ce que vous voulez dire simplement, c'est que c'est un camp qui gouverne et non pas le président Paul Biya lui-même, c'est ça? Revenons dans les chiffres. Les chiffres ont l'avantage d'être... tout à fait, oui. D'être très simple pour tout le monde. Moi, je me suis amusé à comparer les chiffres macroéconomiques du Cameroun et de la Côte d'Ivoire sur ces 15 dernières années. Oui. Ah ouais, ça. Si vous repartez 15 ans en arrière, ces deux pays-là se tenaient grosso modo. Aujourd'hui, c'est un faveur. Mais là, il y a 30-40 ans. Hein. Non, mais c'est ce qu'il est en train d'expliquer. 15 ans avant, ils étaient au même point. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, 30 ans. Oui, mais... Pas 15 ans, non. Non, mais lui, il prend 15 ans. Il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire avait déjà pris une certaine avance par rapport au Cameroun. C'est une évidence. Oui, mais... Francis, 70% de nos jeunes ont moins de 17 ans. Oui. Donc, c'est les jeunes majoritairement qui regardent notre émission. Donc, c'est pour ça que je ne remonte pas plus loin. Très bien. Donc, j'ai fait cet exercice il y a 15 ans. Bon,
le Cameroun était à l'Afrique centrale francophone, c'est que la Côte d'Ivoire était à l'Afrique occidentale francophone. Tout à fait. Disons les choses comme ça. Oui, tout à fait, oui. Objectivement. 15 ans après, la Côte d'Ivoire s'est transformée positivement. Oui. Et la dernière fois que j'étais à Douala, une ville que je connais très bien, même les immeubles sont décrépits. Les routes, n'en parlons pas. Vous voyez? Donc, ça, même un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, il a vu le Cameroun mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et il n'en veut plus, c'est tout. Maître Jean-Paul Bello. Oui, je voulais commencer par votre conclusion, à savoir si on fait la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et on constate ce que vous dites, un pays qui s'est développé et un autre qui a stagné. Qui a reculé. Et qui a reculé. Quand je parle du Cameroun, je commence par penser à mon ami Marafa. Marafa qui est encore en prison. Qui est encore là. Et qui a eu le malheur de dire à un moment donné, quand, Monsieur le Président, vous quitterez vos fonctions, je peux me présenter à l'élection présidentielle. Ça a été reçu par le président Biya comme une espèce de volonté de l'éliminer. Et on a mis Marafa en prison, il y est toujours. Donc moi, le Cameroun, c'est une dictature, un régime autoritaire de l'immobilisme. Et on m'a posé la question lors d'une autre émission, dans une télévision française, quelle est la capitale du Cameroun? J'ai hésité, j'ai finalement dit Genève. Puisque le président Biya passe 8 mois de l'année à Genève et ne gouverne pas depuis un certain nombre d'années son pays. Il y a un certain nombre de gens qui sont là, qui le manipulent, mais... Une spécificité camerounaise. C'est une spécificité camerounaise. C'est un immobilisme autoritaire. Administrativement, le pays est gouverné avec les hautes institutions du président de la République, à travers deux pôles de régence, la direction du cabinet civil et le secrétariat général de la présidence de la République. Et il n'y a pas eu de véritable débat électoral. Il n'y a pas eu de véritable... Et maintenant, de quand date le dernier conseil des ministres de Paul Biya? Il y a la tension que vous notez. Le gouvernement camerounais est une sorte d'EHPAD. On a de véritables dirigeants. Le président du Sénat, je crois qu'il a 92 ans. Non, mais lui, ce n'est pas le gouvernement. Oui. Par contre, le gouvernement, il y a des ministres qui n'ont jamais vu Paul Biya. Il y a des ministres qui n'ont jamais rencontré le président. Avec tout le respect que l'on doit aux EHPAD, quand même. Et il y a des ministres qui sont morts, qui n'ont pas été remplacés. Il y a des problèmes. Et puis on a un gouvernement pléthorique, par exemple au niveau de l'enseignement et de la jeunesse. Vous avez 6 ministères. Vous avez 6 ministères. Donc, je voyais même Famé Ndongo dormir au moment de la proclamation des résultats, quand le président du Conseil constitutionnel annonçait les résultats. Même là, c'était c'est une caricature autoritaire. Oui, quand même. J'espère que tout à l'heure, on va quand même évoquer les aspects positifs et les espoirs. On va conclure sur le Cameroun, justement. Ce premier chapitre de l'émission, le lendemain de l'élection en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Puisque vous avez donc vous avez la parole gardée là, Le Caille, à quoi vont ressembler les prochains jours? Parce que finalement, on assiste quand même à ce qui ressemble, et ce qui prend des allures de mouvements de révolte dans les grandes villes du pays, des centaines d'arrestations à Douala, et puis bon, des jeunes qui veulent en découdre, des jeunes qui aujourd'hui se disent, bon, cette fois-ci, on ne lâche rien, on continue. Alors, ce bras de fer entre ces manifestants et le pouvoir, jusqu'où cela peut aller, quelle peut en être l'issue, et surtout jusqu'où peut aller aussi la répression, parce que jusqu'à présent le pouvoir oppose à ces mouvements non pas un discours, non pas des gestes d'apaisement, mais une répression de plus en plus violente. Francis, en 1992, Ni John Fundi... Sans remonter à la préhistoire. Oui, non, juste très rapidement. Oui, il est élu et il est tout de suite assigné à résidence à Bamenda. C'est pour répondre directement à votre question. 2018 aussi Desmond Tutu arrive au Cameroun, propose au président de la République d'organiser un gouvernement d'union nationale, et le président de la République lui oppose une fin de non-recevoir et on met l'armée dans la rue. En 2018, Maurice Kamto se proclame élu, il est arrêté, et il y a un certain nombre de gens qui étaient arrêtés avec lui, qui sont toujours en prison. On a 27 personnes qui vont sortir, un groupe aujourd'hui le 30, et un autre groupe le 3. C'est pour ça que je vous ai cité le 8e point
des points de crispation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une habitude au Cameroun de mater la contestation par la force. Mais je voudrais vous faire une révélation. L'opposition a anticipé cette habitude du pouvoir de passer en force et d'utiliser les forces de l'ordre pour mater la contestation. Nous commençons à voir des choses extrêmement intéressantes qu'on n'avait jamais vues avant. Des responsables des forces de défense qui disent qu'ils ne sont pas là pour tirer sur de paisibles citoyens qui réclament l'application du droit électoral. C'est un premier changement. Un deuxième changement, c'est la détermination qu'on n'a vue ni sous Ahidjo, à l'époque de la glaciation, ni à l'occasion du vote avec Mission Fundi, ni même avec Maurice Kamto. Il y a un risque, si le gouvernement passe en force, de voir la situation du Nozo se métastaser à l'ensemble du territoire national. La zone anglophone. Hein. Je voudrais préciser pour terminer que Issa Chiroma Bakari est originaire du Septentrion et vous n'étant pas originaire du Cameroun, je vais vous donner une comparaison qui va vous faire comprendre. Dites-nous, rapidement. Merci. Ces gens-là appartiennent au même espace sociologique que, par exemple, les Tchadiens. Oui. Ils sont encore plus offensifs quand il faut se battre que les anglophones. Oui, donc. Alors, nous sommes arrivés au point où on n'a plus d'autres perspectives que de négocier. D'abord, pourquoi? Parce qu'avec le FMI, on aborde le 3e round de négociation et qu'on est dans une situation économique tellement catastrophique qu'on ne peut plus se permettre le luxe de voir d'autres fronts s'ouvrir au Cameroun. Il est plus que temps de faire le dialogue et d'aborder le changement. Sauf que le changement appelle des hommes de changement. Merci. Ils sont là, les hommes de changement? Il y en a ils sont aujourd'hui dans l'opposition, c'est ça? Voilà, ils sont dans l'opposition. Je voudrais que vous demandiez à mes confrères s'il n'y a pas des Camerounais qui abondent à foison pour prendre le relais et remettre ce pays sur les rails et aller tenir tête à la Côte d'Ivoire. Ils vous ont répondu. Monsieur passera d'ailleurs. Ils veulent répondre oui. Donc on a. Voilà. Non, mais, un dernier mot, on va conclure. non, mais dire tout, il faut quand même rappeler aussi que Chiroma, il est du Sérail. Oui. Comme la plupart des politiciens camerounais. Et qu'il a été un candidat de l'opposition par défaut, par opportunisme. Oui. D'accord? Que les manifestations qu'il y a aujourd'hui, même les 35%, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment le ras-le-bol de la population camerounaise, mais c'est pas une adhésion. C'est un vote. Voilà. Exactement, c'est pas une adhésion. Sauf que, petite précision intéressante, l'une des raisons pour lesquelles on a accepté Chiroma, c'est qu'il vient en promettant deux choses. Claude Lecaille est intarissable. N'est-ce pas? Il vient en promettant deux choses, de ne faire qu'un mandat de 5 ans et de mettre en place une véritable... En tout cas, il sera surveillé. De toute façon, on a compris que c'était un vote utilitaire qui signifiait le rejet de Paul Biya. Exactement. Juste dernier point, quand le Conseil constitutionnel a proclamé le résultat officiel, c'est reconnu, il y a eu des félicitations du monde envers Paul Biya, donc il faut trouver le chemin du dialogue pour sortir de cette crise. Le dialogue, oui, ça va être un peu difficile, je pense. Il faudra trouver, il faut déployer des trésors de diplomatie. Absolument, c'est ce qu'il faut. D'astuces, de politique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Instaurer des passerelles de dialogue entre cette rue aujourd'hui qui est de plus en plus en colère et ce pouvoir qui s'enferme en fait, je veux dire, dans ses vieilles habitudes, dans ses réflexes, dans ses réflexes anciens. Merci beaucoup. On va passer au...